Vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Culture Philippe. Bonjour Martin Hirsch. Bonjour Philippe Vandel. Un CV comme on en croise très très peu. D'abord qui n'est pas culture, ce CV. Énarque, président d'Emmaüs en 2002, créateur du RSA en 2009, le revenu de solidarité active qui avait remplacé le RMI, ancien commissaire aux solidarités active contre la pauvreté, c'était sous Nicolas Sarkozy, puis pendant 10 ans sous Hollande et sous Macron, 9 ans pour être précis, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, jusqu'en 2022, ce qui englobe la période Covid. Et votre actualité, c'est votre premier roman, d'où l'invitation dans la partie culture de Culture Média. Les Solastalgiques, c'est publié chez Stock. On va tout de suite évacuer ce problème de vocabulaire qui donne la toile de fond de ce roman. Qui sont ces Solastalgiques? D'où vient ce mot? Que veut-il dire? Le mot solastalgique, ça veut dire l'énorme angoisse et quelquefois l'incapacité de vivre face à la destruction de son environnement par l'homme. Et ça a été inventé il y a 20 ans par un philosophe australien qui a vu la destruction des vies humaines à proximité des mines de charbon en Australie. Alors ça s'appelle parfois l'éco-anxiété, et c'est quelque chose, quand on en parle aux jeunes, moi ce qui m'est arrivé de leur parler de ce sujet-là, ça provoque des larmes. Vraiment des larmes? Vraiment des larmes, des cris, des angoisses. C'était à quel moment? C'était pendant la période Covid où ils étaient... Non, c'était il y a 6 mois. Tourne-boulet? Non, vraiment. C'était post-Covid. Alors effectivement, le Covid en a rajouté, mais cette angoisse réelle qui peut conduire à se dire qu'on ne peut plus faire d'enfants, qui peut conduire à des comportements d'évitement, avoir peur de bouger, bien évidemment de ne plus prendre l'avion, mais même de se dire que tout geste peut avoir un impact sur la planète, et puis cette colère de voir que beaucoup s'en fichent complètement, provoque vraiment une angoisse existentielle terrifiante. Ouais, c'est encore pire. L'éco-anxiété, ça veut dire qu'on est anxieux. Là, c'est pire que anxieux. C'est vraiment l'incapacité de vivre. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? C'est l'incapacité de vivre pour ces jeunes, ou c'est les chiffres de la planète qui sont terrorisants? Vous en donnez beaucoup, parce que c'est un livre extrêmement documenté. Je ne sais pas si j'ai eu envie ou si plutôt j'ai eu besoin, en fait. Ce sujet, je l'avais en tête depuis des années. Alors effectivement... parce que tout à l'heure, on voyait dans les titres des actualités le fait qu'on se préparait à 4 degrés, à plus de glaciers en France. Moi, j'adore la montagne. Je vois les glaciers fondre, vous savez, la mer de glace reculer, le Mont Blanc qui va perdre quelques mètres et qui sera plus blanc du tout, etc. etc. Ça, je trouve qu'on vit dans ses chairs quand on aime la nature, ces beaux paysages, etc. Et je pense que les gens qui vivent au bord de la mer connaissent la même chose. Les gens qui aimaient le bruit des oiseaux, la même chose. Les gens qui aimaient le bourdonnement des abeilles, la même chose, etc. etc. sans penser ce qu'il y a. Donc tout ça m'a donné ce besoin-là. Et quand j'ai vu effectivement cette angoisse des jeunes, je me suis dit, il faut imaginer un scénario dans lequel les vieux, au lieu de s'en foutre, se disent on va s'allier avec les jeunes et on va vraiment bouger les choses. Ça, c'est la deuxième partie du roman. Alors déjà, j'ai pas tout à fait bien compris, j'ai lu votre livre évidemment, j'ai pas tout à fait compris votre attitude face à ce qu'on appelle l'écologie punitive, terme qui avait été popularisé par Ségolène Royal. Pour être précis, vous n'aimez pas l'écologie punitive ou vous n'aimez pas le terme? J'aime pas le terme. Il faut relire. Non, mais c'est ça les questions. Mais donc vous êtes pour punir les gens? Je considère que c'est pas la punition de sauver la planète. Vous voyez, ce matin, j'écoutais... Mais voilà, c'est très intéressant. Ce matin, j'écoutais... vous avez vu qu'en ce moment, on fait plein de trucs sur l'environnement. Il y a le plan du ministre pour se préparer à griller comme des saucisses. Il y a le plan de la première ministre pour éviter de griller comme des saucisses, etc. Et je voyais, j'entendais l'un des responsables du patronat, le responsable truc des petites entreprises, là, François Asselineau, je crois, François Asselin. Ouais. Asselin. Asselineau, c'était un candidat à la présidentielle. Asselin. Et il disait, oui, il faut faire plein de choses, ils ont raison, etc. Mais si on ne sait pas quand est la fin du monde, on sait quand est la fin du mois. Ça veut dire, en fait, j'en ai pas grand-chose à foutre. En français évidemment, courant. Tout le sujet. En français courant. Donc... Non, mais tout le sujet est là. Tout le monde sait qu'il faut agir. Attendez, mais c'est moi. Je vous ai pas répondu à votre question. Vous n'allez pas me punir. Si, j'avais compris ce que vous vouliez dire. Mais allez-y. Non, on essaye de convaincre les gens que sauver la planète, ça veut dire les punir. Et en réalité, d'abord, et puis souvent, on tourne ce discours vers les plus pauvres et les plus modestes en disant attention, les gens qui agitent
la peur de la destruction de la planète, la montée des eaux, etc. Ceux qui veulent, c'est vous empêcher de vivre, vous empêcher d'utiliser votre voiture, vous empêcher de... Ceux auxquels ils s'adressent, en général, sont ceux qui polluent le moins. Et on l'a vu, je rappelle ce chiffre. Oui, non, je vais donner un seul exemple. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de mairies qui se sont fait élire sur le fait qu'ils allaient faire à l'intérieur même de leur ville, sur le périmètre urbain, des ZFE, zones à faible émission. Et ils se sont rendus compte que les voitures qui émettent le plus, c'est le diesel, les voitures anciennes, et que les gens qui ont le plus de diesel et de voitures anciennes sont les gens qui ont les salaires les plus faibles. Absolument. Et donc ils ont dit c'est punitif. Et donc si on fait ça, ça va être contre-productif et nous ne serons pas réélus. Et on voit que le problème est extrêmement complexe. Il est complexe, mais les mêmes gens, la personne qui a juste son diesel, comparé à celui qui prend l'avion toutes les semaines, il y a des faits qui sont clairs. Martin, il y a ce que je veux dire par là. Les 10% les plus je riches. Je ne vous le reproche pas. Là où je veux dire que c'est très compliqué. 50% des effets. Oui, mais c'était pas dans le problème de la mairie de Marseille. La mairie de Marseille, par exemple, a dit on va mettre en place ça. Une fois qu'ils ont été élus, ils l'ont plus mis en place parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait mettre la ville à feu à sang. Vous parlez d'un consensus terrible. Il y a eu un consensus pour mettre les portiques pour la taxe carbone. Et ensuite, il y a eu un consensus pour les enlever. Ils étaient tous d'accord pour les mettre, tous d'accord pour les enlever. Et c'est pour ça que c'est très complexe le sujet. Et c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Et c'est pour ça que je suis passé par le roman, en disant le roman est une manière d'aller au cœur de la réalité, peut-être plus facilement que par les essais, les grands discours, etc. Et dans le roman, mes personnages, ils sont eux-mêmes traversés par ça. Ils adorent les barbecues, par exemple. Ils sont dans une ferme en Normandie, et quand même, ils trouvent ça très bon. Et ils s'en veulent un petit peu. Et par ailleurs, donc, ils sont un petit peu activistes. Et donc, pour essayer de contrer ce paradoxe et pas se dire, du coup, face à ce paradoxe, on va rien faire, parce qu'effectivement, ils vont interviewer des gens qui expliquent qu'ils se sont fait battre aux élections à cause de cela, et disent, on va agir un peu plus radicalement, probablement. On va voir comment ils agissent, de quelle manière radicale, à la limite de l'illégalité, et peut-être est-ce pour ça que vous avez fait bien franchi, un roman et non pas une thèse. Martin Hirsch avec nous, ça s'appelle Les Solastalgiques, Culture Média continue sur Europe 1. Les solastalgiques, c'est un mot que j'ai appris, que j'ai découvert grâce à vous, c'est un mot savant de cet Australien. Parfois vous dites qu'il est sociologue, parfois qu'il est philosophe. En tout cas, ça résume ces jeunes... C'est un philosophe qui a fait de la sociologie. Voilà. C'est un philosophe qui est parti des idées et qui s'est intéressé aux gens. Voilà. On parle d'éco-anxiété. Il y a une équipe de scientifiques et de décideurs qui décident d'agir. C'est pas un pléonasme. Il y a tellement de décideurs qui décident pas et qui font rien. Ils sont plutôt jeunes. Ils ont 2 ou 3 fois l'âge de Greta Thunberg. Et ils sont en revanche tout aussi radicaux. Ils prônent des actions illégales. Ils font du piratage notamment. Oui, ils se disent, en fait, il y a plein de plans, et les plans sont jamais respectés. Donc on fait les accords de Paris, on dit que ça va réduire, puis ensuite on s'aperçoit qu'on les applique pas, et ça réduit pas, etc., etc. Et donc ils se disent, on va aller débrancher le système. Et alors, comme c'est des gens qui réfléchissent un peu, ils utilisent leurs neurones, et ils vont regarder où sont les sources d'émissions. Dans les aéroports, dans les paquebots, dans les grandes cartes de crédit. Vous l'avez en tête ou pas, le chiffre des paquebots? C'est que l'ensemble des paquebots, ça génère autant de gaz à émissions de serre que 100 millions de voitures. Mieux. Non, c'est pire, c'est pas l'ensemble. C'est 94 paquebots. 94, c'est même pas une centaine. 94 paquebots émettent 10 fois plus d'oxyde de carbone que 200 en Marseille. Tout ça est affreux. Enfin, il y a peut-être des gens qui nous écoutent depuis leur paquebot, mais... Et c'est le paradoxe, on quitte sa tour dans laquelle on habite pour aller dans une tour sur la mer avec des gens qu'on ne sait pas si on a envie de les voir. Alors, dans mon roman, ils trouvent un truc assez rigolo pour pirater les paquebots. Ils s'introduisent dans le système d'information et dans le système de réservation, et ils envoient des messages dans toutes les clients en disant « Venez sur ma croisière formidable, vous allez voir, je vous assure que vous arriverez à attraper des germes à travers le système de climatisation. » Une bonne chiasse grâce à la bouffe qu'on fait sur place. Et peut-être qu'il y aura un terroriste sur le bateau et on n'arrivera pas à le sortir, etc. Et oui, parce que selon la loi des grands nombres... il faut tomber l'économie des paquebots en une journée comme ça. La raison pour laquelle... un peu facétieux, quoi. Raison pour laquelle, Martin Hirsch, vous avez écrit un roman, c'est parce que si c'était un essai, parce qu'il y a beaucoup de passages qui pourraient être tirés d'un essai, vous auriez dû vous justifier sur la défense de l'illégalité. Or là, ça vous permet de dire « ce sont mes personnages et c'est pas moi ». C'est pour ça que vous avez pris ce biais d'écrire un roman. C'est dire est-ce que je suis un peu hypocrite ou lâche, c'est ça la question? Non, c'est pas de la lâcheté. Non, c'est pas de la lâcheté. Non mais dans un roman, on va plus loin, quoi. Je vais dire les choses différemment. Est-ce que vous défendriez le piratage de tous les aéroports, des 10 plus gros aéroports, comme vous le faites dans ce livre? Philippe Vandel, on est dans Culture Média. Imaginez que face à vous, vous avez Victor Hugo. 2 secondes.
Là, j'ai la barbe pas C'est là assez que je suis longue. très flatté qu'ils viennent dans Culture Média, Voilà. Victor Hugo. Donc vous avez Victor Hugo là, et vous vous dites, mais est-ce que vous volez des chandeliers ? Vous n'allez pas lui dire ça. Il a écrit Les Misérables, ça commence par un vol de chandelier. Ah, bah, je sais ce que je dirais. C'était pas un voleur de chandelier, Victor Hugo. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je suis pas un pirate, mais j'ai appris plein de trucs. J'ai passé mon temps à essayer de regarder ce que faisaient les hackers repentis. Donc j'ai appelé des hackers repentis pour qu'ils m'expliquent comment on faisait. J'ai appelé des profs de cybersécurité pour me raconter comment. Mais effectivement, ce que je me dis, dans un roman, on peut pousser les choses à l'extrême. Et le but n'est pas de prôner, mettez-vous tous à pirater tous les systèmes. C'est de dire, si on ne fait rien, il ne faudra pas se plaindre ensuite que soit les gens piratent, soit qu'on se dise, ah merde, c'est trop tard, si on avait su, on aurait fait quelque chose. Ou alors donc, pousse le truc, le raisonnement le plus loin possible. J'ai bien compris. L'alternative, c'est qu'il y a peut-être des moyens légaux, mais pour l'instant, ils ont strictement rien donné. Vous donnez des chiffres absolument terrifiants, vous donnez les émissions de gaz à effet de serre des pays du G20. Ce qui m'a étonné, vous ne séparez pas la France du reste de l'Europe. Pour quelle raison ? Parce que je pense que l'Europe a intérêt à agir ensemble, quand on regarde la France, on est d'un côté assez bon élève parce qu'on n'utilise pas beaucoup de charbon, de l'autre assez mauvais élève parce qu'on consomme beaucoup de produits qui viennent on des est très quatre bons bouts du élèves. monde. J'ai regardé hier les chiffres du CO2. Ouais, mais ça compte pour la moitié seulement. Je sais, mais c'est un rapport de 1 à 10 si on compare avec l'Allemagne, où là, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, c'était les Verts qui ne voulaient plus du nucléaire et qui fait qu'ils emploient du charbon. Et on voit par là que tout est complexe. Sauf qu'en France, quand vous prenez les émissions qu'on fait sur le territoire, oui, mais quand on regarde tout ce qu'on importe comme produits qui viennent des pays qui, eux, utilisent du charbon, et on utilise des produits allemands, donc globalement, France-Allemagne, ça c'est quoi ? Il n'y a pas d'excellent élève, ni chez les uns, ni chez les autres. Et donc... je pense que l'Europe peut agir ensemble. Deux, effectivement, je trouve que la France, elle a toujours envie d'avoir l'étendard devant, montrant aux autres ce qu'elle est capable de faire. Et là, c'est une belle occasion, c'est un beau projet. Et mes personnages sont patriotes. On va parler de musique, on va parler de littérature, on va parler de Martin Hirsch, on va parler des Solastalgiques. Culture Média continue. Il faut aussi que je dise un mot des oiseaux. J'ai eu Alain Bougrain-Dubourg, j'ai les chiffres exacts. On en parlait hier avec Yann Arthus-Bertrand. Culture Média continue sur Europe 1.